Bonsoir, 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales. Tout de suite, les titres de Sud Soir. 2 ans de prison ferme, peine requise par le procureur contre les trois pères des jeunes embarqués dans une pirogue pour l'Europe. Voyage qui a viré au drame pour Doudou Faye. Le verdict du tribunal de grande instance de Mbour attendu le 8 décembre prochain. Marathon budgétaire à l'Assemblée nationale. Le budget du ministère du Tourisme et des budgets des transports aériens connaît une hausse de plus de 61%. Budget consacré entre autres au renforcement de Air Sénégal, la construction d'aéroports régionaux. L'objectif en 2021 reste l'obtention de 3 millions de passagers par l'AIBD. Le ministre Alioune Sarr réagit dans cette édition et présentement c'est le ministre de la Pêche et de l'économie maritime Alioune Ndoye qui défend le projet de budget de son département. Ce 18h aura comme invité le journaliste et analyste politique Momar Diong. Sujet développé par El Hadj Malick Ndiaye, la 12e bougie de l'Alliance pour la République soufflée ce mardi. Sur l'international en Côte d'Ivoire, les députés de l'opposition exigent la libération de leurs membres arbitrairement interpellés selon eux. Ils boudent la séance plénière de l'Assemblée nationale. Vous aurez droit à la correspondance de notre correspondant depuis Abidjan, Justin Assalé. Info Éco complète cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Sud Soir. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. 2 ans de prison ferme, c'est la peine requise par le procureur du tribunal de grande instance de Mbour contre le père de l'enfant, Doudou Faye, qui a péri en mer lors d'un voyage dans la Méditerranée, de 2 autres pères de famille qui ont également embarqué leur fils candidat à l'émigration. Ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. La défense plaide le renvoi de leur client sous peine, l'affaire est mise en délibéré pour le 8 décembre prochain. Le rejet de la liberté provisoire. Les détails, c'est avec Moustapha San. 2 ans ferme est la peine requise par le procureur du tribunal de grande instance de Mbour contre les 3 pères de famille qui ont embarqué leurs enfants candidats à l'immigration clandestine dans des pirogues. La défense réclame le renvoi des prévenus sans peine ni dépens. Maître Abdoulaye Tall. Chefs d'infraction ont été retenus contre les 3 prévenus, à savoir la complicité de trafic de migrants et la mise en danger de la vie d'autrui. Nous avons plaidé le dossier. Tous les 3 ont clamé leur innocence. Le procureur a requis une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme. Mais nous, à notre niveau, nous avons bon espoir qu'effectivement, ils seront innocentés par le tribunal. Je pense que peine ne peut pas être plus grande, ne peut pas être plus énorme, ne peut pas être plus pénible que de perdre son enfant. C'est pour cette raison que nous avons dit le seul fait de perdre son fils constitue une peine. Si on en rajoute, ce sera une énormité injustifiée. Et nous avons également plaidé leur innocence. On a dit qu'effectivement, la base légale pose problème. Les infractions pour lesquelles ces 3 prévenus ont comparé ici ne sont pas des infractions. Les faits pour lesquels ils comparaissent ne sont pas des infractions. C'est pour cette raison que nous avons demandé à ce qu'ils soient renvoyés des fins de la poursuite sans peine ni dépens et également être rétablis dans leur dignité et dans leur honorabilité. Selon l'avocat, ces clients ne sont que des victimes dans cette affaire. Moi, je ne les considère pas comme des délinquants, je les considère comme des victimes de la société. Je les considère également comme des victimes des politiques publiques. Je les considère également comme des victimes du contexte social. Victimes des politiques publiques, voici tous les 3 sont des pécheurs. Des pécheurs qui nous disent à la barre de la juridiction, devant le procureur et devant le tribunal, la mère ne rapporte plus. Devant le juge et devant le procureur, ainsi que devant leur avocat, ils peuvent faire des kilomètres sans trouver du poisson. Devant le public, ils ont également dit que tous les 3 sont des pêcheurs et que les enfants, tous les 3 enfants qui étaient partis et dont les 2 sont revenus, étaient fils de chauffeurs, donc ils n'ont été entretenus que par les prix de la pêche. Si ce milieu ne rapporte plus, si l'activité ne donne plus rien, dans ce cas, le réflexe pour un pêcheur ou pour tout autre père de famille, c'est d'aller à la recherche de prévus beaucoup plus actes, beaucoup plus sécurisés et beaucoup plus sereins. Je ne le dis pas pour cautionner l'acte, ni la société, le tribunal, la famille, tout le monde a lui donné cette possibilité de faire son deuil. Faire le deuil de son enfant, également faire en sorte que la mémoire de son enfant. La liberté provisoire demandée par la défense a été rejetée par le tribunal. Le délibéré est prévu pour le 8 décembre prochain. Moustapha Sall Mbour pour la radio Sud FM.
Merci à Moustapha Sall. Nous restons dans les couloirs de la justice avec la chambre de discipline du Conseil supérieur de la magistrature qui a prononcé hier un blâme à l'encontre du juge président de l'Union des magistrats du Sénégal. Le blâme, en effet, est la sanction la plus légère et c'est une sanction de principe. Donc, Souleymane Teliko, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, n'a pas à s'inquiéter. C'est selon Maître Aboubakry Baro. Il est avocat à la Cour. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. Je dois vous préciser que le blâme est la sanction la plus douce, voire la plus clémente pour un magistrat. Il faut d'emblée préciser que l'article 20 de la loi organique du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats prévoit des sanctions disciplinaires de premier et de second degré. Les sanctions de premier degré sont le blâme, bien sûr, en ce qui concerne le président Teliko, et il y a la réprimande avec instruction au tableau et le déplacement d'office. Il y a également des sanctions de second degré qui peuvent aller jusqu'à la cessation de fonction, l'interdiction temporaire d'exercer et la mise à la conquête d'office, ou la mission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat ne pense pas à une pension de retraite. Alors donc, voyez-vous, le blâme est une sanction la plus douce, la plus clémente. Donc, pratiquement, il ne risque pas grand-chose. Le Conseil supérieur de la magistrature avait été saisi. Alors, ils se sont dit qu'ils devaient aller jusqu'au bout. Et finalement, à la clé, ils s'en est tiré avec un blâme qui est une sanction la plus douce, et je le précise. De toutes les façons, une enquête a été diligentée, un rapporteur a été désigné, et le Conseil supérieur de la magistrature a statué en dernier ressort, sauf pour le magistrat objet de la sanction d'écrire au président de la République pour que ce dernier seul puisse revenir sur cette décision. C'était Maître Aboubakry Baro, avocat à la Cour, qui donc analysait la sanction contre le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, a rappelé qu'il a été sanctionné par le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature suite aux propos qu'il a tenus à l'endroit concernant le procès de la caisse d'avance qui concerne l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Parlons toujours de dérive, cette fois-ci notée dans la presse. Le collectif Assainir la presse réagit, condamne et dénonce les vidéos et actes non loin, dit-il, de la perversion posée donc par des animateurs ou animatrices au mépris des bases solides de la profession de journaliste, des actes qui violent l'éthique et la déontologie. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Sen Radio, le bureau exécutif du collectif Assainir la presse invite le ministère et le CNRA à prendre les dispositions nécessaires afin de mettre fin aux dérives. Le collectif Assainir la presse réclame sous ce registre la mise en place de mécanismes capables de réguler le secteur des médias en ligne. Et nous parlons de transport à présent avec les travaux du BRT. Les opérations de libération des emprises des secteurs 4 à 9 ont démarré ce mardi. Tout est parti du rond-point ONU pour allier le rond-point Liberté 6. Plusieurs infrastructures qui étaient sur la voie publique et autres maisons entre Fass, Zona et Grand Dakar ont été démolies. C'était sous les yeux de notre reporter Josette Kalibia. 3 maisons à terre, tout comme les infrastructures qui étaient installées sur la voie publique le long du CM Blaise Diagne en passant par la zone A jusqu'à Grand Dakar. Cette opération pour la libération des emprises des sections 4 à 9 va toucher plus de 400 personnes. Hadi Ndiaye Kébé, chef de l'unité environnementale et sociale du projet BRT du CETUD. On est sur 470 impactés, composés de 14 concessions. Donc les 3 se trouvent ici, les 13 à Grand Yoff. Il y a 6 stations-service donc sur le corridor de BHS à Grand Yoff. Il y a des places d'affaires, des parkings, beaucoup de tabliers, des fleuristes et des poulaillers. En sus de ces impactés, on a des équipements et des infrastructures et équipements collectifs, dont le lycée Kennedy, l'inspection d'académie et 3 mosquées. Donc il y a la mosquée Ibadou, la mosquée Paul Fouta et la mosquée aussi qui se trouve au niveau du rond-point 6. Ces mosquées, donc ces IEC en général, feront l'objet de reconstruction s'il y a disponibilité de l'assiette foncière. Et dès demain, un autre travail sera entamé pour éviter d'endommager les réseaux qui sont dans ce circuit. Alioune Badara Samb, préfet de Dakar. Il y a beaucoup de réseaux de téléphonie, de réseaux d'eau, de réseaux d'électrique. Régler le problème de l'assainissement avant qu'on ne puisse véritablement sentir le travail en termes de route. Mais je préfère le dire tout de suite, les travaux démarreront dès demain
par le dévoiement des réseaux. Et vous savez que certains réseaux, on est obligé de régler le problème de la continuité du service public. Ça veut dire que si on dévoie, il faut mettre également, en tout cas, des programmes alternatifs pour que la fourniture en eau, la fourniture en électricité, les réseaux filaires, en tout cas la fibre optique également, tout cela ne puisse pas connaître de rupture. Pour ce qui est du côté environnemental, le préfet de Dakar tient à souligner. Les arbres également, je préfère le dire tout de suite, feront l'objet d'abattage parce qu'on ne peut pas mettre la route ailleurs. Mais ce projet étant un projet extrêmement important, va intégrer l'aménagement paysager. Donc c'est vrai que les gens verront que ce soir, on sera obligé d'avoir une quantité importante d'arbres. Mais ça, comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. L'aménagement se fera de façade à façade. Ça veut dire que même les trottoirs, les parties piétonnes seront aménagées. Les personnes impactées sur ce tronçon des sections 4 à 9 du BRT ont été indemnisées pour un montant global de 2,2 milliards. Josette Kali, parlons toujours de transport. Après celui terrestre, place à celui aérien avec le budget alloué au secteur du tourisme et des transports aériens qui connaît une hausse de plus de 61%. Un budget essentiellement concentré sur le renforcement de la compagnie nationale Air Sénégal, la construction des aéroports régionaux comme celui de Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou. Et il faut également faire en sorte que Air Sénégal, plutôt que l'AIBD, puisse bénéficier de 3 millions de passagers en 2021. Les détails, c'est avec le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, qui a fait face aux parlementaires ce mardi. Il est avec Aïssatou Gueba. Ce budget a connu une hausse de plus de 61% et qui a surtout mis en évidence les chantiers majeurs sur lesquels travaille le département du tourisme et des transports aériens. Le premier pilier, c'est le hub du Sénégal, qui repose sur 3 piliers. C'est le renforcement de Air Sénégal, c'est la construction des aéroports régionaux. Vous savez qu'en 2021, Inch'Allah, nous aurons construit l'aéroport de Saint-Louis, mais également celui de Ourossogui-Matam. Et 3 mois plus tard, on devra démarrer les aéroports de Ziguinchor, de Tambacounda et de Kédougou. Ensuite, c'est également lancer les requêtes de financement pour les 13 autres aéroports pour permettre justement à ce que la connectivité du Sénégal soit développée, soit renforcée. Donc ça, c'est le premier pilier, les aéroports régionaux. Le deuxième pilier, c'est AIBD. Faire en sorte que AIBD, justement, qui avant la Covid tournait autour de 2 500 passagers, que nous puissions également atteindre l'objectif en 2023 qui est de 3 millions de passagers, qui nous permettra justement de pouvoir développer les extensions, mais surtout faire de AIBD l'un des aéroports régionaux les plus importants. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, Air Sénégal qui est donc le pilier majeur. Donc ces 3 piliers, Air Sénégal, AIBD et les aéroports régionaux, vont être les éléments autour desquels le budget de 2021 va s'organiser. Et autour de AIBD, vous l'avez tous suivi, c'est tout ce qui est plateforme, comme le centre de formation météo-aéronautique, comme l'Aérocity, pour permettre justement à ce que notre pays soit un hub aérien fort. Et ça, c'est à travers justement ces infrastructures. C'est la raison pour laquelle il y a 2 éléments qui sont revenus ce matin sur lesquels nous avons beaucoup travaillé. C'est le tourisme religieux, mais notamment le tourisme intérieur. Et ce tourisme, justement, vous avez tous suivi le travail qui est aujourd'hui fait par l'ASPT, notamment le programme TAM au Sénégal. L'idée, c'est que les Sénégalaises et les Sénégalais puissent être les premiers clients du Sénégal. Et naturellement, ce travail, les institutions sont données à l'ASPT, mais aussi à la direction de la promotion touristique, pour que les produits du Sénégal, à travers les stratégies que nous avons élaborées, intégrer tourisme et transport aérien, que nous puissions justement faire notre pays cette destination touristique majeure, mais il faudrait que le Sénégal soit la destination préférée des Sénégalaises et des Sénégalais. C'était le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, qui a défendu le projet de budget de son département, budget qui a connu une hausse de plus de 61%. Présentement, c'est le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Alioune Ndoye, qui défend le projet de budget de son département devant les parlementaires de la place Soweto. Sud FM, l'info, c'est ici. Et nous allons du côté de Mermoz pour parler de politique avec l'Alliance pour la République qui célèbre aujourd'hui, 1er décembre, ses 12 ans d'existence. La cérémonie officielle de commémoration de la naissance du parti au pouvoir et donc se déroule actuellement à son siège à Mermoz en présence de leur président, le président Macky Sall, qui va faire un discours sur le thème retenu cette année, la place du capital humain au centre des préoccupations de la jeunesse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous parlons de la COVID-19 avec cette légère hausse de nouveaux cas de coronavirus par rapport à hier lundi. 18 nouvelles contaminations ont été enregistrées d'après le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 680 tests
réalisés, 18 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,65%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 6 cas contacts suivis par nos services. Nous n'avons enregistré aucun cas importé au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres, mais nous avons notifié 12 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Fatick 4, Touba 2, Diourbel, Dieuppeul 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Ouakam 1, Pété 1 et Yarakh 1. 20 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 30 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 16 107 cas ont été déclarés positifs, dont 15 627 guéris, 333 décédés et donc 146 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le reclassement des techniciens supérieurs de santé et l'érection de l'École nationale de développement sanitaire et social à un niveau supérieur, exigence de la Fédération des techniciens supérieurs et cadres intermédiaires de la santé. Ils ont fait face à la presse pour le rappeler aux autorités. Selon la présidente de la Fédération des associations de techniciens supérieurs, Awa Kamara, avec Mame Diarra de Silva. Depuis pratiquement plus de 10 ans, l'École nationale de développement sanitaire et social forme des infirmiers avec un niveau Bac plus 3. Parce que vous savez qu'auparavant, c'était à partir du BFM que les infirmiers et sages-femmes étaient recrutés. Mais pour relever un peu le niveau, on a commencé à la formation, le niveau Bac plus 3, donc ce qui équivaut au niveau licence. Ces infirmiers, depuis 2010, pratiquement 2011, sont sortis, mais ne sont pas classés dans la hiérarchie B1. C'est à partir de cette année qu'on a commencé à les classer. Mais les techniciens supérieurs de santé qui font Bac plus 5 restent toujours dans la hiérarchie B2, ce qui est un paradoxe. Donc nous, ce qu'on demande, c'est un reclassement des techniciens supérieurs de santé. C'est aussi l'érection de l'établissement de développement sanitaire et social à un niveau supérieur. Parce que si on maintient le système licence, master, doctorat, cela voudra dire que cette école devra être érigée en institut, mais de formation supérieure en santé. Il y a une convention qui avait été signée en 2007 par la CEDEAO et qui stipulait que les États membres de la CEDEAO, dans le domaine de la formation de la santé, devaient passer au système LMD. Mais jusqu'à nos jours, Dakar tarde à exécuter ce schéma-là. Donc, c'est en premier lieu ce que nous décrions. Maintenant, le second problème, c'est le reclassement des techniciens supérieurs de santé qui restent toujours dans la hiérarchie B2, alors qu'ils font Bac plus 5. Awa Kamara, présidente de la Fédération des associations de techniciens supérieurs, techniciens qui exigent le reclassement et l'élection de l'École nationale de développement sanitaire et social à un niveau supérieur. Ce 1er décembre est la journée de lutte contre le sida à Ziguinchor. Le taux de prévalence est de 1,5%, soit 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Cette situation s'explique en grande partie par la position carrefour de la région sud qui est à cheval entre deux pays. Les autorités sanitaires sont dans la lutte pour faire reculer la pandémie, mais elles font face à plusieurs facteurs bloquants, dont la stigmatisation. Ben Michel Kanfoudé. Ziguinchor a l'un des taux de prévalence du VIH-Sida les plus élevés du pays. La situation géographique de la région à cheval avec la Gambie et la Guinée-Bissau est une des principales causes de ce pourcentage qui dépasse la moyenne nationale selon la conseillère technique régionale du VIH de Ziguinchor, Madame Sané Maïmouna Gueye. La prévalence, elle reste encore haute
par rapport au niveau national qui est à 0,5 et nous sommes à 1,5 jusqu'à présent. Nous sommes aussi dans une région très spécifique, frontalière à 2 pays que sont la Gambie et la Guinée-Bissau. Cette position peu enviable inquiète les autorités de la région qui développent des stratégies de lutte pour faire reculer la maladie. Par rapport à la décentralisation des médicaments, nous avons au niveau de Ziguinchor 61 postes de santé pour lesquels la prise en charge est décentralisée. C'est un moyen de diminuer les frais pour le traitement, les frais de transport. Mais cette croisade se heurte souvent à des obstacles qui, selon la conseillère technique régionale VIH-Sida, ont pour nom nos réalités culturelles qui font que parfois il y a une stigmatisation dans le suivi ou bien dans cette volonté d'aller se faire dépister. Et le déni aussi pour certaines personnes qui sont séropositives mais qui refusent qu'elles ont le VIH. À en croire Madame Sané, il faut changer de paradigme dans la communication. Je pense qu'il y a un problème de communication qui fait que c'est des réticents que nous trouvons au niveau de toutes les tranches d'âge. Et il faudrait que l'on essaie de parfaire nos communications par rapport aux avantages de la prise en charge. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben, quittons le sud du pays. Vous nous suivez sur la 95.6 pour nous rendre à Saint-Louis, la ville tricentenaire, où vous nous écoutez sur la 93.2. C'est pour toujours parler du VIH. Le district sanitaire de Richard Toll compte 123 patients vivant avec le VIH-Sida et qui sont suivis dans les différentes structures de prise en charge. Parmi ces 123 patients figurent 10 enfants, selon le médecin-chef de ce district sanitaire qui liste les difficultés notées durant cette période de pandémie. Docteur Latir Diouf avec Yves Tandeng. En fait, pour le district sanitaire de Richard Toll, c'est un district qui couvre 23 postes et 2 centres de santé, et y compris également le centre de santé au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise. Donc, nous travaillons en parfaite collaboration. Maintenant, actuellement, notre file active est de 123 patients vivant avec le VIH qui sont suivis dans le district, dont les 76 proviennent au niveau du centre de santé de façon globale de Richard Toll. Maintenant, le reste provient de la compagnie sucrière sénégalaise. Parmi ces 123, nous en avons 10 enfants qui sont suivis. Les 7 proviennent au niveau du centre de santé et les 3 maintenant au niveau de la compagnie sucrière sénégalaise. C'est vous montrer que vraiment il y a une parfaite collaboration entre la compagnie sucrière sénégalaise et le district de façon globale pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Par contre, quand même, des difficultés ont été notées durant vraiment la période de la pandémie Covid. Nous avons eu des difficultés liées surtout au rendez-vous des malades. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des malades qui viennent même du Fouta, qui viennent se faire traiter ici au niveau de Richard Toll, et d'autres maintenant proviennent également de la Mauritanie. Et vous savez qu'à un moment donné, la frontière mauritanienne a été fermée. Ce qui fait que ces malades-là ne pouvaient plus revenir maintenant pour honorer leur rendez-vous. Et ça, c'est des difficultés. Et le téléphone qu'ils vous donnez également, vous n'arrivez même pas à les joindre. Donc ça, c'est d'autres difficultés également. Ce qui fait que vraiment, beaucoup de pertes de vie ont été notées durant cette période-là. Mais néanmoins, quand même, au 3e trimestre, nous sommes en train de se rattraper progressivement. L'autre difficulté également, c'est surtout lié aux ruptures d'intrants. Ça veut dire que les tests DIO. L'autre problème, c'est la rupture également d'ARV par moment. L'autre chose, la charge virale également. Donc, ce que nous disons aux populations, c'est surtout le dépistage, de se faire dépister. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Sud International nous mène tout d'abord en Côte d'Ivoire où les députés de l'opposition dénoncent les arrestations arbitraires et exigent la libération de certains leaders de l'opposition comme Pascal Affi N'Guessan. Ils suspendent leur participation aux travaux de la session plénière de l'Assemblée nationale et dénoncent un contexte sociopolitique qui ne garantit pas leur sécurité. Correspondance depuis Abidjan, Justin Assalé. La crise politique issue de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est loin de prendre fin. Les groupes parlementaires de l'opposition PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement s'abstiennent de participer aux travaux de la session plénière de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte ce mardi 1er décembre 2020. Ces députés qui ont souhaité lire une motion de soutien à leurs collègues incarcérés, dont Maurice Kakougui-Kaoué, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Pascal Affi N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien et porte-parole de la plateforme de l'opposition, et Alain Lobognon des Générations Peuple Solidaire de Guillaume Soro ont été pris en partie par les députés RHDP partis au pouvoir. Pour les députés de l'opposition,
Il s'agit de faits sans précédent dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale ivoirienne. Dans une déclaration en début d'après-midi de ce mardi, le groupe parlementaire de l'opposition dénonce ces arrestations arbitraires et exige la libération sans délai des députés en détention et l'arrêt des poursuites judiciaires. Pour eux, l'Assemblée plénière de ce 1er décembre 2020 se tient, je cite, dans un contexte sociopolitique délétère qui ne garantit pas la sécurité des députés de l'opposition malgré leur immunité parlementaire. Fin de citation. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Justin Assalé, Emmanuel Macron envisage une campagne de vaccination pour le grand public entre avril et juin contre le Covid-19 après une première vague réservée au public les plus fragiles, a déclaré lors d'un point de presse le président français avec le premier ministre belge Alexander De Croo. Il prévoit pour 2021 une première campagne de vaccination très ciblée avec des vaccins de première génération compte tenu des doses dont la France disposera, suivie d'une deuxième vague entre avril et juin, plus large et plus grand public allant vers la vaccination du plus grand nombre, a expliqué le président français Emmanuel Macron. Retenait la réouverture de la Tour Eiffel prévue le 16 décembre prochain. La sonde chinoise Chang'e 5, destinée à collecter des échantillons de roches lunaires, s'est posée aujourd'hui avec succès sur la Lune, annonce de l'agence de presse officielle Chine Nouvelle. Il s'agit de la première mission du genre depuis celle menée par l'ex-URSS en 1976. Cette ambitieuse opération doit également permettre aux géants asiatiques de tester de nouvelles technologies cruciales en vue d'envoyer des astronautes sur l'astre lunaire d'ici 2030. Pape Abdoulaye, nous terminons par cette brève. 4 jours après l'assassinat du physicien nucléaire Mohsen Fakhrizadeh, attribué à Israël, le Parlement iranien, dominé par les conservateurs, a voté en urgence une loi qui vise à accélérer le programme nucléaire et menace de réduire la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une petite parenthèse sportive avec Maître Augustin Senghor qui est candidat à la présidence de la CAF. Les Sénégalais de la diaspora soutiennent cette candidature. Selon l'avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit du sport, Maître Augustin Senghor est le candidat idéal. Il a le vécu et la légitimité d'après Maître Moustapha Camara, joint depuis Paris par Elhaj Malick Ndiaye. C'est quelqu'un qui est très compétent, qui a aussi de l'expérience. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il est au sein, qu'il dirige la fédération du Sénégal avec un bilan largement positif sur le plan financier, sur le plan managérial. Et puis, il a apporté une sérénité au sein de cette fédération. Et puis surtout, ce qui est très très important aussi, c'est que c'est quelqu'un qui ne traîne pas des casseroles. Sur le plan, on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche à beaucoup de dirigeants du football au niveau mondial et en Afrique, c'est la corruption et tout. Augustin n'est pas dans tous ces trucs. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience au niveau de la CAF. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il remplit tous les critères et son profil va exactement avec ce qu'on recherche aujourd'hui pour diriger le football africain. Alors, comment vous allez matérialiser ce soutien? Je suis enseignant ici dans les plus grands instituts en France. Et puis aussi, je suis avocat dans le football depuis une quinzaine d'années. Et puis surtout, j'écris dans le football. Donc, aujourd'hui, on a une certaine, si je peux m'exprimer comme ça, une certaine notoriété qui fait qu'on est écouté. Puisqu'on est écouté, donc on sera aujourd'hui, en tout cas, tous les canaux qu'on a, on va les utiliser pour expliquer à ceux qui s'intéressent au football africain, à ceux qui s'intéressent aussi, en tout cas, au développement et du devenir du football africain. On va expliquer pourquoi la candidature d'Augustin est la meilleure, pourquoi la candidature d'Augustin est la plus crédible. Donc, on va l'expliquer aux gens par rapport aux canaux qu'on a, par rapport aussi au réseau qu'on a. Donc, c'est un travail d'explication pourquoi c'est la meilleure candidature. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Momar Diong, il est journaliste et analyste politique. Il revient sur les 12 ans de l'APR fêtés ce mardi. Il est avec Elhaj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Momar Diong. Bonjour. Bonjour Elhaj Malick. Vous êtes journaliste et analyste politique. Alors, l'APR qui fête ses 12 ans sans certains de ses membres fondateurs, Moustapha Diakhaté, Moustapha Cissé Lo,
Aline Badara Cissé, Mimi Touré, entre autres. Alors, comment peut-on l'expliquer? L'APR, c'est un parti dont le principal responsable, en l'occurrence le président Macky Sall, a toujours privilégié la logique de la coalition plutôt que la logique de parti. C'est tellement vrai que dans l'histoire politique du Sénégal, l'APR est le seul parti de pouvoir qui n'a jamais participé seul à une élection, quelle que soit la nature de l'élection. Après sa création en 2008, la première élection, c'était les locales de 2009. Et l'APR y était allé dans le cadre de la coalition Dekkal-Ngor. Puis, il y a eu le premier tour de la présidentielle 2012 avec Macky 2012, également une coalition. Et dans l'entre-deux tours, il y a eu les négociations qui ont eu lieu avec d'autres ténors de l'opposition, ce qui a donné Benno Bokk Yakaar. Et depuis cette date, la coalition Benno Bokk Yakaar est privilégiée dans la logique et dans l'approche du président de la République plutôt que le parti APR. Je crois que c'est ça qui est quand même la marque de fabrique du président Macky Sall par rapport à l'appareil dont il dispose pour diriger ce pays. Et comment peut-on expliquer les départs de certains caciques de l'APR? Mais c'est lié à ça, c'est lié tout simplement au fait que la logique de la coalition a été privilégiée par Macky Sall à la logique de parti. Maintenant, il se trouve que le président Macky Sall n'a pas voulu peut-être à un moment donné que certains se prévalent de leur légitimité historique. Si vous vous souvenez bien, à l'arrivée au pouvoir, il y avait à côté du président Macky Sall, Aline Badara Cissé qui faisait figure de numéro 2 en tant que coordonnateur national. Mais aussitôt à l'arrivée au pouvoir, il a été poussé un peu vers la périphérie et depuis lors, le président Macky Sall est resté dans cette logique. Je crois que cela est lié tout simplement à l'expérience que le président Macky Sall a tirée de sa trajectoire au sein du Parti démocratique sénégalais. Le Parti démocratique sénégalais a une histoire qui est très riche en liquidation politique des numéros 2. Le président Abdoulaye Wade n'a jamais su s'accommoder d'un numéro 2. Et tout cela, le Macky Sall l'a vécu à l'intérieur du PDS. Et c'est pour cette raison qu'une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas voulu prendre le risque d'avoir un numéro 2 à ses côtés pour éviter tout simplement les crises à répétition qu'avait connu le PDS lors de son cheminement, aussi bien au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir. 12 ans après, l'APR n'est pas structurée. Est-ce une stratégie? Oui, cela nous ramène tout simplement à ce que j'avais indiqué en premier lieu, comme la priorité que le président Macky Sall accorde à la logique de la coalition. Là aussi, il n'a pas voulu structurer le parti pour ne pas avoir, à s'embarrasser d'un numéro 2, et puis deuxièmement aussi, pour ne pas voir son parti accoucher de crises qui seraient liées tout simplement à une logique de positionnement entre responsables. Et c'est pour cette raison qu'il a laissé les choses dans l'état. J'ai comme l'impression que le président Macky Sall est un astre qui ne voudrait pas que la moindre étoile scintille à ses côtés. Il a voulu avoir le leadership, un leadership fort de son parti, et tant que le parti restera non structuré, qu'il n'y aura pas une lutte de positionnement entre responsables pour occuper tel ou tel poste, il tiendra les manettes de son parti, et je crois que il y aura la stabilité qu'il souhaite dans son parti. La toute dernière question, elle est relative à ces 12 ans qui se fêtent dans un contexte de recomposition politique. Alors, quel rôle doit jouer l'APR dans cette recomposition politique? Écoutez, l'APR, c'est la locomotive quand même de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et cette logique-là va prévaloir. Le président Macky Sall est quelqu'un qui a toujours su qu'il ne pouvait pas se reposer uniquement sur un parti, quelle que soit la force de ce parti. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'a pas cessé d'élargir les contours de sa coalition. Il y a eu, après sa prise de pouvoir, ses premiers anciens frères libéraux qui l'ont rejoint, les Mody Diagne Fada, les Abdoulaye Baldé, etc. Il y a eu même les Farba Senghor et les Pape Samba Mboup. Et il y a eu la dernière vague qui est arrivée récemment avec Omar Sarr et compagnie qui l'ont également rejoint. Et aujourd'hui, avec la venue de Idrissa Seck au sein de la majorité, il ne cesse donc d'élargir ses bases. Mais, quand même, il veut toujours se reposer sur ses deux pieds, malgré tout, en ayant un parti qui reste fort. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il va, tout en privilégiant la logique d'élargissement de sa majorité et la logique de coalition sur la logique de parti, il va quand même tenir à ce que le parti quand même tienne. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas voulu s'embarrasser de personnes peut-être qui auraient peut-être nourri des ambitions au sein du parti, ce qui l'aurait fragilisé.
Donc, il tient à avoir un parti solide qui serait la locomotive, bien évidemment, d'une coalition qu'il tient coûte que coûte à garder intacte et même à élargir. Momar Diong, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Elhadji Malick. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Sud FM chez vous, à tout instant. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. À Rufisque, 45 jeunes des 3 communes de la ville ont reçu leurs attestations de formation en plomberie. Une formation qui entre dans le cadre du programme Réussir au Sénégal. Formation de 3 semaines qui se tient au centre sectoriel de Diamniadio, Denisia Sambou. Ils sont 45 jeunes, hommes et femmes de la ville de Rufisque à subir cette formation en plomberie. Oscar Pachi est le responsable développement du centre BTP. Nous avons été formés sur plusieurs compétences, comme les connaissances des matériaux, comment installer les installations. C'est vraiment la plomberie domestique en tant que telle. Tout ce qui a rapport à la plomberie au niveau domestique, ces jeunes ont été complets dans les tuyauteries, canalisation, des fuites d'eau, branchement et également la sécurité. Beaucoup de maisons ont des difficultés de fuite d'eau parce que peut-être ces gens-là ont appris le métier sur le tas, mais n'ont pas vraiment la technicité, la technologie pour savoir ces genres de fuites, comment les régler. Également la pression d'eau, quelquefois vous êtes au premier étage, vous avez mal à avoir de l'eau parce que là, ils ont eu à des tuyaux pour les ne pas à une certaine heure d'avoir de l'eau en permanence. Tous ces aspects-là, ces jeunes ont eu à le bénéficier au niveau de santé. Une formation rendue possible grâce au programme Réussir au Sénégal en partenariat avec les 3 communes de la ville de Rufisque qui ont procédé à la sélection. André François Faye, conseiller technique du programme Réussir au Sénégal. Le programme est là pour la jeunesse sénégalaise qui est à la recherche d'une qualification pour pouvoir réussir au Sénégal et de rester au Sénégal. Donc nous sommes là, nous allons délivrer des attestations de participation à ces jeunes, mais le programme est ouvert également à l'ensemble des jeunes du département de Rufisque, de l'ensemble des jeunes du Sénégal qui veulent être formés dans plusieurs métiers. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, compte tenu de la situation actuelle, doivent être formés, doivent avoir une qualification. L'attestation en poche, les récipiendaires n'ont pas manqué d'interpeller les autorités rufisquoises à les accompagner auprès des entreprises installées sur le territoire. Elhadji Abdoulaye Gueye, leur porte-parole. Nous souhaitons l'insertion des jeunes au niveau de ces entreprises qui se trouvent au niveau de Rufisque, donc et les institutions publiques aussi, parce que nous sommes assez formés actuellement pour exercer le métier de plomberie sanitaire et nous sommes opérationnels parce que faire une formation sans un accompagnement, franchement, c'est une chose perdue. 3 semaines de formation offertes par la GIZ coopération allemande qui compte également les accompagner. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Merci Denisia Sambou, c'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Hapsa Eliman Wan. 18h38 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir, le rappel des titres. 2 ans de prison ferme, peine requise contre par le procureur contre les 3 paires de jeunes embarqués pour l'aventure périlleuse en haute mer, voyage qui a viré au drame pour le jeune Doudou Faye. Le verdict du tribunal de grande instance de Mbour est attendu le 8 décembre prochain, d'après notre correspondant permanent à Mbour, Moustapha Sall. Marathon budgétaire à l'Assemblée nationale, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime Alioune Ndoye défend présentement son budget. Le budget du ministère du Tourisme et des Transports aériens connaît une hausse de plus de 61%. Budget consacré entre autres au renforcement de Air Sénégal et la construction d'aéroports régionaux. L'objectif en 2021 reste l'obtention de 3 millions de passagers par l'AIBD, rappelle le ministre du Tourisme Alioune Sarr, qui a réagi dans cette édition, qui a eu comme invité le journaliste et analyste politique Momar Diong. Sujet débattu avec Elhadji Malick Ndiaye, la 12e bougie de l'Alliance pour la République, soufflée ce mardi 1er décembre. Sur l'international en Côte d'Ivoire, les députés de l'opposition exigent la libération de leurs membres interpellés arbitrairement selon eux. Ils boudent la séance plénière de l'Assemblée nationale. Vous avez eu droit à la correspondance depuis Abidjan de Justin Assalé. Info Éco a complété cette
cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Comme tous les mardis à 19h, vous retrouvez Marie-Rosalie Ndiaye et son invité. Ils vont parler de santé, évidemment. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Éducation, Aïda et Mariam. Très bonne suite de programme.